Au programme, le dernier ovni d'un artiste multiple. F.J. Hossan signe un film à contre-courant en noir et blanc. L'histoire d'une virée paranoïaque dans un monde devenu illisible. Le cinéaste est notre invité. Bonsoir F.J. Hossan. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous signez votre 5e long métrage. Il a pour titre 9 doigts. Vous venez tout juste de le présenter en Espagne. Vous êtes de retour de Madrid. Avant d'en parler, on va voir ce qui vous caractérise. Vous êtes cinéaste, mais pas seulement. Un artiste à contre-courant. Un reportage signé Marco Mormil. Tapis rouge à Locarno pour le plus inclassable des cinéastes français. F.J. Hossan, le punk qui démonte tous les codes, arrive enfin au sommet et obtient le prix du meilleur réalisateur 2017 des mains de son confrère Olivier Assayas. Del premio per la migliore regia. F.J. Hossan per il film 9 doigts. Merci beaucoup. Vraiment, je suis très ému parce que le film était impossible à 2 mois du tournage et puis il y a eu des rebondissements. Comme disait Jean-Paul Lacloche, alors qu'on inaugurait un mail à Saint-Leu-la-Forêt pour le très grand poète absolument pas honoré en France qui s'appelle Olivier Laronde, un mail, il disait « Il n'y a que ce mail qui maille ». Après une nuit de réflexion et de whisky. Et je vous embrasse tous et merci infiniment. Un prix pour un film exigeant qui résume bien l'univers expérimental du cinéaste culte. C'est une zone virtuelle où tout peut recommencer. Certains parlent de relativité, tout est possible. Nous sommes liés comme les doigts d'une main, F.J. Sauf que l'on peut toujours se séparer d'un doigt inutile. Forgé dans le tourbillon du rock alternatif, Hossan autoproclame un nouveau genre musical, le noise and roll. Avec son groupe MKB, il compose la musique de ses films en y faisant jouer des rockers, comme ici Elno, le futur chanteur des Négresses Vertes. Il obtient même les faveurs du célèbre Joe Strummer, le chanteur du Clash. Le rock and roll, c'était là. Ou encore celle de l'Écossais Guy McKnight. My name is Starkov Van der Decken. Hossan vient en droite ligne de la grande poésie. Il fait référence à certains poètes français, au rock'n'roll, au punk. C'est un réalisateur punk. Je pense beaucoup de bien de lui. Une méthode qu'il applique aussi à la littérature. Hossan crée dès 1977 la revue C, dans laquelle il publie notamment le sulfureux écrivain américain William Burroughs. Suivront de sa plume une vingtaine d'ouvrages à ce jour, essais, récits de voyage, poésie, que F.J. Hossan lit volontiers devant un public curieux et conquis. Corbeaux, corbeaux dardant l'air gris, leurs pattes cognent les bras noirs des arbres, fin, nuit, silence d'affreux jets criant loin, loin pour dire qu'on meurt. Sauf qu'on est là, tâtonne parmi les monceaux d'une pensée, fichue, histoire antérieure. Et voilà, le décor est planté. F.J. Hossan avec nous ce soir dans 64 minutes sur TV5 Monde. Cinéaste, poète, musicien. En quoi êtes-vous un artiste punk? On a entendu plusieurs fois ce mot. C'est-à-dire que punk, bon, ça traîne un petit peu. C'est-à-dire que bon, j'ai commencé par la poésie, mais ma toute première jeunesse. Et à 20 ans, a surgi une insurrection punk. Et c'est grâce à ça que j'ai fait de la musique d'ailleurs, parce qu'en fait la musique était plutôt un prétexte pour propager l'agitation, dirons-nous. Et on rêvait un petit peu que le punk soit comme Dada, quoi. C'est-à-dire qu'une tabula rasa, qu'il y ait des écrivains punk, des cinéastes punk, des peintres, enfin voilà. Et puis ensuite, bon, j'ai attaqué le cinéma, c'était la course aux armements, à 23 ans, ne sachant plus quoi faire, j'ai passé le concours de l'école, et donc j'ai commencé à faire du cinéma en 82. Et puis le premier long métrage en 84, et puis le second, etc. Et donc, mais j'ai eu des traversées du désert entre chaque film, ce qui fait que j'ai repris toujours l'écriture et le noise and roll. C'est quoi la passerelle entre l'écriture et le cinéma pour vous? Entre la poésie et le film? Oh bien, je sais pas, je saurais pas dire. C'est-à-dire que oui, étant le contraire, c'est la même chose.
Étant le contraire, c'est la même chose. On dit souvent que ce qui vous caractérise, c'est votre force de vouloir toujours nous offrir un cinéma expérimental. Oh, c'est pas vraiment expérimental. En fait, ce film, bon, il tourne en 35 mm. Alors, c'est vrai que c'est un acte de résistance un petit peu. 9 doigts. Oui, 9 doigts, il tourne en 35 mm, comme tous les autres. Mais, enfin, j'ai tourné un peu tous les formats. 16 mm, Super 8, 35. Mais disons que là, c'est un film, c'est un budget assez modeste, mais c'est un film de bateau. Ça commence comme un film noir, mais c'est un film de bateau, c'est-à-dire il peut en 3 mouvements. Il commence un peu comme un film noir à la Melville, supposons, si c'était réussi, parce que je suis un grand admirateur de Melville. Plus ça va. Et bien ensuite, on passe dans le film d'aventure maritime. Et ensuite, après, plutôt dans le registre gothique, c'est l'énigme du vaisseau fantôme. L'énigme du vaisseau fantôme. La Cinémathèque française et la Filmoteca Española de Madrid viennent de vous consacrer une rétrospective. Vous rentrez tout juste d'Espagne, où votre film 9 doigts vient de sortir en salle. Comment a-t-il été accueilli sur place ? C'est-à-dire qu'il est sorti en salle il y a à peu près un mois en France, on est en 6e semaine, mais il vient juste de sortir en Espagne. Et là, c'est vrai que ça a été un peu un rêve, parce que la critique est vraiment excellente. Et c'est toujours un plaisir d'être... disons, comme c'est un pays que j'aime beaucoup, en plus, l'Espagne, le Portugal, j'ai quand même bien que n'étant pas d'origine, j'ai quand même des attaches. Des attaches. C'est d'ailleurs un film français et portugais, on le précise, avec à l'affiche Paul Ami, Damien Bonnard, Gaspard Ullière, Elviré, Diogo Doria. Alors 9 doigts s'ouvre sur une scène étonnante, la cavale d'un homme, Magloire en fait. Il a dérobé une forte somme à un homme qui agonise et il est rattrapé par une bande de malfrats menée par un certain Kurtz. Qu'est-ce qui caractérise cet homme, Kurtz ? Kurtz, c'est le chef d'une bande un peu à l'ancienne manière, mais qui va se révéler dépassé par son propre trafic, puisque il manipule une substance aussi légère que mortifère. Voilà. Et donc en fait, ce Magloire va être d'abord il est capturé par cette bande, parce que comme il a 20 000 euros qu'un homme sur la plage lui a remis. Mais en fait, c'est l'argent qu'il a dérobé à un ancien de la bande. Et d'otage, il va devenir complice. Et ensuite, donc c'est l'histoire de cet homme qui, en fait, au départ, ne venant de nulle part, puisqu'il attend sur le quai d'une gare, et puis bon, ne venant de nulle part, est prêt à s'adapter à tout. Et puis quand même, il y a un moment où ce n'est plus possible. Voilà, on ne va pas tout raconter. On a eu cette phrase un peu culte tout à l'heure, on peut toujours se séparer d'un doigt inutile. C'est quoi la métaphore ? Le film est un petit peu une métaphore sur l'état du monde, quand même. Alors c'est un film noir, mais comment dire, qui nous amène à réfléchir justement aussi peut-être sur un monde parfois illisible, devenu illisible en tout cas. Oui, parce qu'en fait il y a différents thèmes qui sont abordés dans le film, qui apparaissent dans le décor. Disons que le film est plus ou moins la rêverie, le fruit d'une rêverie sur des faits objectifs. Donc qu'il s'agisse du polonium, qu'il s'agisse du bouleversement climatique, qu'il s'agisse de la guerre. Tout ça, c'est... Alors, c'est assez étonnant. Donc, il y a ce cargo qui tourne en rond dans une nuit sans fin, une île de déchets à l'échelle d'un continent, qui se recompose sans cesse. Mais tout est suggéré, en fait. C'est pas cerné, c'est pas vraiment montré. Pourquoi ce choix narratif et de cinéma, justement ? Pour laisser aux spectateurs libre cours Non, moi, j'aime bien. C'est vrai que j'aime bien. Je fais partie de la génération qui a redécouvert le cinéma muet. Mais qui a redécouvert, disons, activement, pas seulement en regardant religieusement la cinémathèque en muet, alors que c'était du cinéma, bien sûr, sonore. Et c'est vrai que dès qu'on réarme sur le plan sonore les films muets, ils s'avèrent d'une rhétorique implacable, d'une vitesse, ils sont passés prodigieux, quoi. Mais disons que justement le cinéma d'autrefois, le cinéma d'une certaine époque, il y a assez peu de temps que, évidemment, il y a toute une partie du cinéma où c'est caché pour montrer, effectivement. Et on ne vous montre pas tout ce qui est décrit. Et finalement, c'est assez lassant de sombrer dans le marécage visuel. Je sais pas comment dire, une noirceur d'encre qui caresse l'imagination du spectateur. Un mot quand même sur le choix du noir et blanc. On parle d'un film à contre-courant. C'est vrai que c'est un genre cinématographique qui n'a plus le vent en poupe.
Qu'est-ce que ça apporte? Non, au contraire. Enfin, le noir et blanc a tendance à revenir. De toute façon, le noir et blanc, souvent, c'est les écrivains qui comprennent mieux le cinéma que les gens de cinéma eux-mêmes. Ah ben, voilà le lien entre l'écriture et le cinéma. Pourquoi ils le comprennent mieux? Et Julien Gracq, par exemple, disait que le cinéma était inventé de façon parfaite dès le départ. Donc, en muet et en noir et blanc. Bien sûr, et disant, suggérant qu'on pouvait bien sûr ensuite ajouter de la couleur et du son, oui. Ouais. Mais disons que le noir et blanc est parfait parce que c'est tout de suite la croix du regard. Disons, c'est parfait pour les acteurs, pour la perception des visages. Il n'y a pas de distraction, disons, dans la perception des visages et des faciès, disons. C'est tout de suite... On va à l'essentiel. Et puis également, ça permet une déterritorialisation. Vous avez tourné où? Vous parlez de déterritorialisation. Vous avez tourné où exactement? C'est-à-dire qu'on a tourné dans le sud de la France, disons entre Biarritz et Pau. Et puis ensuite aux Açores, bon, c'est mon troisième film aux Açores, donc il y a l'archipel qui se passe qui est à peu près à mi-chemin entre l'Amérique et l'Europe, mais qui au départ me captivait parce que je voulais absolument y aller, parce qu'en fait c'est la rencontre des trois plaques continentales, européennes, africaines et américaines. Donc pour moi dans ma tête c'était le centre du monde, quoi. Et le flou des frontières est le centre du monde. 9 doigts, un état des lieux aussi de la contre-culture à voir absolument si vous aimez le cinéma. Merci beaucoup, F.J. Hossan, d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde. L'actualité.